l'a évoqué plusieurs fois ce matin dans la gestion de crise, la préparation et l'anticipation, c'est vraiment important. Et quand même, on se rend compte que pour bien anticiper, il faut comprendre ce qu'on est en train de recevoir sur la tête. On vient de le voir dans ce film. Et peut-être que des fois, simplement, ce qui nous manque aussi, c'est d'avoir une idée de ce qui peut vraiment se produire sur nos territoires. Là, vous avez une carte qui est extraite du site Plus Extrême de Météo France, qui montre, et on vient d'en avoir un exemple tout à l'heure dans le film, les secteurs qui peuvent être impactés par des pluies de plus de 200 mm par jour. Donc 200 mm, c'est ce qu'on a eu sur les épisodes... merci. Sur le maximum de l'épisode qu'on vient de voir. Et on voit que souvent on parle de ces pluies-là comme des pluies méditerranéennes, des pluies cévenoles, donc on l'imagine bien sur les départements riverains de la Méditerranée, mais on voit que ça touche aussi beaucoup d'autres territoires, y compris des secteurs qu'on imagine beaucoup moins, notamment dans le sud-ouest ou dans le nord de la région Aura. Donc c'est des épisodes qu'on peut vraiment voir, et en particulier sur des phénomènes d'orage en été. Et pour avoir une idée de ce que ça représente 200 mm, on pense toujours au ruissellement dans les villes, mais là on est sur un secteur qui est complètement naturel, on est sur les contreforts du Larzac, donc au nord de l'Hérault, sur une petite commune qui s'appelle Saint-Pierre-de-la-Fage, où on se prend 200 mm en 2 heures, donc 100 mm par heure pendant 2 heures. La photo que vous voyez à gauche, c'est un extrait de Google Street. On est en haut, c'est un plateau, il n'y a pas de bassin versant immense, on est sur un plateau plutôt karstique d'ailleurs, et des petites falaises où il n'y a aucune trace d'écoulement, ce n'est pas des talwegs. Et voilà ce qui se passe. On a eu la chance, entre guillemets, d'avoir une vidéo qui a été faite juste au moment du maximum de pluie. On est vraiment en haut du bassin versant, donc vous imaginez ce qui est arrivé en bas. Pour mémoire, alors c'est pas tout à fait sur ce talweg-là, mais c'est là que l'autoroute, la voie rapide, la 75 qui passe vers l'Odève, avait été arrachée sur quelques kilomètres. Donc ces phénomènes-là, 200 mm comme ça, si ça tombe quelque part, même si c'est dans un milieu naturel, ça va faire forcément des dégâts. Et si vous avez des enjeux dans la zone d'écoulement, vous imaginez la rapidité à laquelle il faut réagir. Autre exemple, quand on arrive plus bas, donc là on est sur les Gardons, alors c'est la crue de 2002, donc c'est effectivement une bonne référence, mais on s'est pris 2002, c'est 300 mm à l'échelle d'un département, c'est quasiment sur la surface de tout le Gard qu'on a eu de 300 mm. Le pont qui est ici, donc c'est le même que vous ne voyez plus ici, il fait 17 mètres de haut, et c'est monté en 12 heures. Donc on a le temps de réagir, pour des Gardois ça paraît très long, 12 heures d'anticipation, mais c'est quand même, on a dit il faut évacuer des enjeux qui sont à 17 mètres. Le village, il y a un village, alors c'est pas sur cette commune-là, mais sur une commune juste à Laval, on a un village qui est juste en haut des 17 mètres et qui a été inondé. Et là c'est Vaison-la-Romaine, donc où on passe de cet état-là à celui-là en 2 heures à peu près. Donc voilà, on est sur des phénomènes, si on ne les a pas anticipés, un minimum avec, comme on l'a vu avec un PCS, une organisation qui est un peu rodée, qu'on maîtrise. Et puis, même pendant l'épisode, si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, si on n'a pas les éléments pour comprendre que l'orage est en train d'arriver, est-ce qu'il est fini, est-ce qu'il n'est pas fini, on va avoir du mal à trouver les bonnes réactions et on n'aura pas le temps de réfléchir pour réagir en temps réel. En termes de notions aussi qu'il faut bien avoir, c'est que là, je vous ai montré des phénomènes très forts, mais on n'a pas besoin que ce soit si fort que ça pour être en danger. Tout à l'heure, dans la vidéo, là aussi, on parlait de hauteur entre 50 et 1,50 m. 50 cm, c'est vraiment la limite de déplacement pour un adulte entraîné. Dès qu'on dépassera les 50 cm/s, donc c'est pas grand-chose, 50 cm/s en termes de vitesse de courant, on a un vrai risque d'être emporté, soit parce qu'on va trébucher et emporter, soit parce qu'on va glisser, car à ce moment-là, même si on est sur une rue, tout devient glissant. Et le deuxième danger, c'est ce qu'on voit ici, les bouches d'égout qui vont sauter, et des phénomènes d'aspiration qui peuvent se produire. Dans la région de Montpellier, ça s'est produit plusieurs fois où des personnes ont été aspirées par les bouches d'égout. Autre ordre de grandeur qu'on a des fois du mal à avoir, et qui est important aussi, on parlait de communication au niveau des habitants, au niveau de sensibilisation, à 30 cm, une voiture, elle flotte. Un peu plus haut, si on est sur un gros 4x4, les camions de pompiers, je parle sous le contrôle des pompiers qui sont ici, mais on considère que jusqu'à 50 cm, ça passe sans problème, et à partir de 50 cm, ça devient nettement plus compliqué. Voilà. Donc 30 cm, votre voiture, elle bougera pas, elle traversera pas la flaque sans risque, et on y est très très vite. Alors là, ça concerne effectivement ces phénomènes violents, et en particulier les phénomènes méditerranéens.
Le message qu'on essaye de faire passer, c'est que dès qu'on est sur des phénomènes qui sont de cette violence-là, même si on est sur des petites crues, des crues de niveau jaune, donc avec de très légers débordements, c'est des crues qui sont mortelles. Ça, c'est le bilan de l'automne 2014, qui a été particulièrement sévère chez nous, où on voit qu'on a eu des victimes dès les niveaux jaunes de vigilance, souvent sur justement des déplacements en voiture, donc des passages à gué, des ponts submersibles, où les gens se sont fait emporter. Un autre phénomène qui est dangereux et qui concerne là aussi vraiment la période estivale, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de montée rapide. Alors pour la partie sud de la France, hein, en termes de vigilance, on peut passer des fois en vigilance jaune pour des phénomènes qui sont assez localisés, très faibles en termes de montée de niveau. C'est ce qui s'était passé le 17 juillet 2013. Donc on surveille deux cours d'eau, hein, qui sont l'Aigle et l'Ouvèze, à la limite de la Drôme et du Vaucluse, qui étaient en vigilance jaune. Et à l'amont du tronçon surveillé par le SPC, on a un petit cours d'eau qui s'appelle le Toulourenc, qui est un cours d'eau magnifique, où je vous invite à aller vous balader, s'il n'y a pas de risque d'orage, avec des endroits de baignade très sympas, une balade dans les gorges magnifique, qui se fait à pied l'été sans problème. C'est un des seuls endroits où il reste de l'eau dans le Vaucluse de façon à peu près certaine l'été. Et cette fois-là, on a eu... J'espère que la vidéo... Ah, la vidéo ne marche pas, mince. Ah, il faut que je la lance à la main, d'accord. Très bien, ça va me laisser le temps de... On a eu un orage, un petit orage sur la partie amont du bassin. Donc vous retrouvez le bassin versant en rouge. On voit qu'il n'y a que la moitié qui a été concernée. Et on a eu un cumul qui est de l'ordre de 100 mm sur cette zone orangée-là. Donc un cumul qui est tout à fait classique pour un orage estival. La vidéo que vous allez voir, elle a été prise ici sur un petit pont, donc juste à l'amont des gorges. Hein, les gorges sont juste en dessous. Il n'a pas plu à ce niveau-là. Et voilà ce qui se passe sur ce secteur-là. Donc le chrono ici, c'est le temps réel de ce qui s'est passé. Donc là, on est dans un coin où il y a une petite cascade très sympa. De l'autre côté, on verra une petite plage de galets où on vient régulièrement se baigner. Et vous commencez à voir ici l'onde de crue qui arrive. Il n'y a pas eu de rupture d'emballe, il n'y a pas eu de phénomène particulier. Hein. C'est juste l'arrivée de la vague d'orage de façon tout à fait naturelle. Et donc sur ce phénomène-là, qui est absolument imprévisible au niveau météo, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans une situation orageuse, mais on est absolument incapable de dire avant que l'orage éclate où est-ce que ça va se produire, on va avoir des réactions qui sont très dangereuses pour des activités, alors là liées directement au cours d'eau, hein, le cours d'eau ne déborde pas, on est sur un pont qui est submersible et il n'y a pas de danger particulier, mais si vous êtes installé avec votre serviette sur cette petite plage de galets, si vous avez vos enfants qui jouent, bah vous avez 50 secondes pour sortir de là. Et en bas, si vous êtes dans les gorges, vous ne sortez pas parce qu'il y a plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres de gorges, donc on ne peut pas évacuer très facilement. La taille du bassin versant, alors je ne l'ai plus exactement en tête au niveau de ce secteur-là, mais c'est quelques dizaines de kilomètres carrés. On est vraiment sur un tout petit bassin. C'est pas grand, ouais, du tout. On est à moins de 5 kilomètres carrés. Donc, ce que je voulais, voilà, au-delà de ces notions, donc, qui sont pour avoir une idée des phénomènes qui peuvent se produire et qui ne sont donc pas limités au département méditerranéen, l'idée c'était de voir un peu ce qu'on peut apporter comme élément avec on a parlé d'humidité ce matin, là aussi beaucoup d'humidité parce que même si c'est notre métier de faire des prévisions, chaque crue est différente, chaque phénomène est différent, on a beaucoup de trous dans la raquette au niveau connaissance. Et donc, il y a des choses qu'on n'arrive pas à prévoir. Donc, je vais vous présenter un petit peu les outils qui sont à votre disposition pour gérer une crise d'inondation. Donc, le premier, c'est le réseau Vigicru, donc, qui est constitué de 19 services de prévision des crues, qui couvrent l'ensemble du territoire. Donc, tout le territoire, là, il n'y a pas de trou dans la raquette, tout le territoire est bien surveillé quelque part par un service, même si on ne fait pas de prévision sur l'ensemble des cours d'eau, mais on essaye de collecter de l'information et on analyse l'information sur l'ensemble de ces territoires-là. Alors, plutôt que de continuer à vous parler directement, je vais vous mettre un petit film qui a été fait, hop, si ça veut bien, qui est beaucoup plus clair, qui sera plus clair. Améliorer la gestion de crise en cas d'inondation grâce à Viginonde. Le site internet Vigicru diffuse l'information sur le risque de crue sur 280 tronçons de cours d'eau en métropole. Ce risque est symbolisé par 4 couleurs. Vert quand il n'y a pas de risque, jaune quand il y a un risque de montée rapide et dangereuse des eaux,
ou de crues génératrices de débordements localisés. Orange quand il y a un risque de crue génératrice de débordement important. Rouge quand il y a un risque de crue majeure. Vigicru diffuse également les hauteurs d'eau mesurées en temps réel par 1600 stations, ainsi que des prévisions de hauteur d'eau pour 600 d'entre elles. Ces prévisions sont élaborées par les services de prévision des crues quand il y a un risque de montée des eaux sur un tronçon. Le réseau Vigicru a souhaité compléter les informations délivrées par le site Vigicru en créant la base de données nationale de zones inondées Viginonde. Viginonde est un catalogue de zones inondées potentielles. Ainsi, en fonction de la hauteur d'eau prévue à une station par Vigicru, Viginonde permet de visualiser quelles zones autour de la station vont être inondées, ainsi que les profondeurs d'eau estimées dans ces zones. La production de ce catalogue de zones inondées potentielles est coordonnée par les services de prévision des crues. Pour cela, ils utilisent des données issues d'inondations anciennes et récentes, ou bien ils créent de nouveaux scénarios de crues grâce à des logiciels spécialisés. Tous les acteurs de la gestion de crise, comme les préfets, les maires des communes informés par Vigicru, les gestionnaires de réseaux de transport et d'énergie, ou encore les pompiers, peuvent accéder à Viginonde par le biais de leurs propres outils informatiques cartographiques. Grâce à Vigicru, ils peuvent savoir quelle est la hauteur d'eau prévue à la station la plus proche de leur territoire, et grâce à Viginonde, ils peuvent savoir pour cette hauteur d'eau prévue quels bâtiments publics, habitations et infrastructures vont être inondés. Ils peuvent alors mieux planifier les actions à mettre en place en cas d'inondation, comme la mise en place de déviations sur certaines voies de circulation, l'évacuation des secteurs prioritaires, l'installation de protection temporaire ou encore la mise en place de moyens de secours adaptés. Ainsi, Viginonde permet d'anticiper et d'améliorer l'organisation des moyens qui découlent de l'ampleur des inondations. Voilà, alors vous avez bien compris que tout est fait, il n'y a plus rien à faire. Alors ce que je vous propose, c'est quand même qu'on rebalaye un peu chacune de ces productions et qu'on voit où on en est exactement. Alors, donc, première mission effectivement d'un service de prévision, c'est de vous informer en temps réel des données qu'on peut collecter sur le terrain. Donc on a un certain nombre de stations sur notre territoire qui sont collectées par alors en ce qui nous concerne par de la radio, mais ça peut être par d'autres médias. Et ces données sont mises en disposition en temps réel sur des sites internet. Donc le principal, c'est le site Vigicru. Et puis pour ce qui concerne le bassin Rhône-Méditerranée, on a aussi le serveur HydroRéel sur lequel il y a des stations complémentaires qui apparaissent pas forcément sur Vigicru, notamment tout ce qui est station d'étiage. Ce réseau-là, il couvre un certain territoire, mais bien sûr, tous les cours d'eau ne sont pas instrumentés. Il permet simplement d'avoir l'information sur les cours d'eau principaux qui sont surveillés par le service de prévision des crues. C'est aussi quand même un bon indicateur pour les bassins à côté. C'est-à-dire que si vous avez un orage sur un petit bassin qui va déboucher sur une rivière collectée surveillée par le service de prévision de crues, on aura souvent de l'information quand même à travers la station principale. Ces données, donc, ainsi que les productions de vigilance, qui sont faites donc 2 fois par jour, sont publiées en temps réel sur Vigicru. Donc toute l'information qu'on produit, elle est instantanément disponible sur Internet, avec donc différents niveaux. Un premier niveau qui est national, où vous avez une synthèse de l'état de la vigilance crue au niveau national. Quand vous cliquez sur un territoire d'un service de prévision, vous obtenez la carte avec le détail des couleurs pour chaque secteur qui est surveillé, pour chaque tronçon. Et très très important, vous avez accès à un bulletin avec tout le détail de l'analyse du prévisionniste. Ce bulletin-là, alors l'ergonomie fait qu'il faut cliquer sur ce bouton-là pour le voir, mais je vous invite vraiment à prendre le temps de le lire. Déjà parce que c'est sympa pour le prévisionniste qui a pris du temps pour l'écrire, mais c'est surtout parce que c'est là-dedans que vous aurez toute l'information qu'on ne peut pas simplement traduire par un chiffre. C'est là-dedans que vous allez avoir, par exemple, la chronologie de l'épisode. Vous avez des prévisions météo qui vous arrivent avec une description de la chronologie des pluies, et là, le prévisionniste va vous expliquer la chronologie de la réaction des cours d'eau qui va en déduire. C'est là-dedans aussi que vous aurez les informations sur les incertitudes. Classiquement, sur notre territoire, Météo France nous annonce des pluies qui se situent entre... On a vu, ils ont expliqué un petit peu dans la vidéo les incertitudes. Nous, classiquement, on va avoir un épisode qui est annoncé entre le sud du Gard et le nord de l'Ardèche. Là-dessus, on va avoir une vigilance qui fait que l'ensemble de ces cours d'eau-là vont être allumés, par exemple, en vigilance orange. On sait très bien qu'il n'y aura sûrement que 1 ou 2 de ces cours d'eau-là qui réagira
fortement, mais on est incapable 24 heures à l'avance de préciser lequel. Et donc cette information-là, elle va se retrouver dans ce commentaire. De la même façon, si c'est une vigilance jaune pour des phénomènes de montée rapide, comme on l'a vu sur le Toulouse-Rhinc, c'est dans le commentaire qu'on va le préciser en disant, voilà, c'est pas une crue qui devrait déborder, mais par contre, on risque d'avoir des phénomènes de montée rapide. Et puis, quand on clique sur une station, sur un petit point qui correspond à une station, on va avoir à la fois la donnée observée, et puis, donc c'est en déploiement progressif là, sur l'ensemble de nos territoires, des prévisions graphiques, donc avec les points de prévision, avec une certaine incertitude, parce que la prévision, elle est entachée d'incertitude hein, sur les pluies elles-mêmes, mais aussi sur la réaction du cours d'eau à la pluie. Et donc, vous avez une valeur médiane, et puis une valeur minimum et une valeur maximum. Comment ça s'interprète ? Si vous avez un enjeu qui est situé entre la valeur médiane et la valeur maximum, par exemple une école à évacuer, une crèche à évacuer, peut-être que vous allez attendre un petit peu pour voir si les prévisions futures se confirment, mais en tout cas, vous pouvez déjà vous préparer à évacuer ce bâtiment-là. Si vous êtes largement au-dessus, a priori, vous êtes tranquille pour l'instant sur cet enjeu-là. Donc cette notion d'incertitude, elle est vraiment importante, parce que nous, même si on essaye d'être le plus précis possible, on a quand même toujours une certaine marge d'erreur. La rivière réagit jamais comme un modèle, donc de toute façon, quand vous allez gérer la crise, et tous les gestionnaires de crise le savent bien, c'est le terrain qui commande, donc vous allez avoir besoin de réagir. Là, on vous donne la meilleure vision qu'on est capable à un moment donné. Et si par contre, c'est des choses qui posent problème en termes d'incertitude, il y a toujours la possibilité de demander des précisions. Donc si vous êtes les SDIS peuvent nous appeler directement. Si c'est une collectivité, si c'est une commune, c'est effectivement en demandant la précision au niveau de la préfecture qui va nous retourner la question. Donc nous, éventuellement, on sera peut-être capable d'apporter un peu plus de précision s'il y a un enjeu très particulier. C'est aussi intéressant, quand vous travaillez sur vos plans communaux de sauvegarde, de faire connaître les seuils qui déclenchent des actions importantes pour vous. On en parlait hier avec les élus de la 16, le camping dont on a parlé ce matin, qui est évacué, on va le répercuter dans nos échelles de gravité pour que le prévisionniste soit attentif à cette cote de 5 mètres 35. Voilà, je cherchais 5 mètres 35 pour que voilà, on puisse, si on peut, ne pas mettre une incertitude qui impacte cette zone-là, le préciser. Donc cette information, comme je le disais, elle est disponible en temps réel sur Internet. En même temps, elle est envoyée donc, au niveau de la préfecture du COD, qui va, lui, en fonction de son plan Orsec, retransmettre cette information-là de façon poussée vers les maires. Mais à tout moment, que ce soit les gestionnaires de crise locaux ou les citoyens, l'information est disponible sur Internet. Ce qui est encore, ce que je voulais aussi insister là-dessus sur un point, c'était sur la notion de vigilance. Quand vous recevez une information de vigilance, donc notamment quand c'est en amont que la pluie n'a pas commencé, ayez bien conscience que c'est une probabilité. C'est-à-dire que probablement dans les 24 prochaines heures, on s'attend à une réaction du cours d'eau qui serait de niveau jaune, orange, rouge, etc. Donc tant que l'épisode n'a pas commencé, bien sûr, on pourra pas, il n'y a peut-être pas d'action très concrète à faire. Simplement, c'est une posture que vous pouvez prendre, qui va être d'organiser votre veille, de vérifier qu'il y ait quelqu'un qui va suivre régulièrement les informations qui peuvent venir de Vigicru pour déclencher là vraiment les actions concrètes à l'instant où il va se passer quelque chose. On a parlé des zones inondées potentielles. Donc là, l'idée, c'était de traduire nos prévisions en zone inondée. Donc là, vous avez un exemple sur la commune de Sommières. On a une station ici. Et on a cartographié pour différentes hauteurs ou débits les zones inondables qui concernent ce secteur-là. Là aussi, c'est quelque chose qui a une certaine marge d'incertitude. C'est pour ça qu'il y a à chaque fois deux couleurs qui ont été cartographiées en même temps, parce que vous serez toujours dans une fourchette, ne serait-ce que parce que, vu la rapidité de nos phénomènes, vous n'aurez pas le même débit ici et ici sur ce secteur-là, même s'il n'y a que quelques kilomètres, mais aussi parce qu'à un moment donné, la prévision, elle est entachée d'incertitude. Les limites de ce genre d'exercice, aussi, c'est qu'on prend en compte le débordement du cours d'eau principal. Si vous avez en même temps une forte précipitation locale et beaucoup de ruissellement, l'impluvium local, l'eau apportée par le ruissellement local, ne va pas être représentée. Donc, ça vous donne une première idée, ça sera quand même à consolider en temps réel sur le terrain. Par contre, en termes de préparation des actions, en termes d'organisation,
ça donne quand même des bonnes indications. On a eu l'occasion de consolider sur ce secteur-là, sur des petites crues, où on s'est rendu compte que la cartographie qu'on avait faite était assez réaliste. Donc cette cartographie-là, j'ai un souci dans la diapo, ces cartographies-là se réalisent progressivement. 45 stations sur lesquelles il y a de la prévision sont actuellement couvertes. Alors, je ne vous cache pas que c'est les 45% les plus faciles. Il y a toute une série de stations qui sont compliquées à représenter parce qu'il faut que, pour une même hauteur d'eau, à la prévue, on ait toujours la même zone inondable. Ça ne va pas marcher dans les zones de confluence. Ça ne va pas marcher quand on est derrière des ouvrages de protection des digues. Ça va être compliqué quand on est en zone maritime. Donc il y a un certain nombre de stations sur lesquelles aujourd'hui on n'est pas encore capable de le faire. Donc ce chiffre-là va augmenter, mais peut-être pas pour arriver complètement à 100%. On est en train de travailler avec les GEMAPiens justement sur la façon de cartographier cette information-là derrière les digues en prenant en compte les études de danger. Et c'est donc une cartographie, pareil dans le petit film, donc tout est merveilleux, tout est directement disponible. C'est effectivement complètement disponible pour vous, mais il faut quand même nous en faire la demande parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de brancher les systèmes informatiques de façon complètement automatique. Mais si vous vous rapprochez de votre DDT qui connaît la liste des stations concernées, vous pouvez avoir ces cartes-là très facilement, soit au format papier, soit au format informatique. Malgré tout ça, on ne couvre pas tout le territoire. Hein. Vigicru, c'est les principaux cours d'eau qui sont concernés. 75% de la population française qui est en zone inondable qui est couverte, mais il reste de nombreux secteurs, et notamment des événements comme celui qu'on vient de voir sur le film, qui passent complètement entre les cours d'eau surveillés. Pourtant, en Ardèche, on en surveille beaucoup. Mais les gros dégâts, en fait, sont sur des petits bassins qui sont pas surveillés. Alors là, il y a deux outils qui ont été mis en place. Un premier qui a été mis en place par Météo France, qui s'appelle les avertissements de pluie intense à l'échelle communale. Alors cet outil-là, il a un intérêt, c'est qu'il va être très réactif et il va être basé sur de l'observation. Donc quand il vous alerte, c'est qu'il se passe réellement quelque chose. Donc tous les quarts d'heure, les pluies qui tombent sont analysées et sont comparées à des statistiques. Et vous avez un message d'alerte qui vous annonce que vous avez dépassé un seuil de pluie important. La limite qui est dans cet outil, c'est qu'on ne peut pas savoir si c'est le cumul de pluie en une heure, hein, par exemple 100 mm en une heure qui va être dépassé, ou si c'est un cumul sur 72 heures, donc sur un épisode très lent, qui va intervenir. Mais vous avez une information comme quoi votre territoire, enfin le territoire que vous suivez, a eu une quantité de pluie quand même relativement importante, voire exceptionnelle, et que ça mérite de faire un suivi. Dans beaucoup de cas, il peut se passer que vous ayez un avertissement plus intense, si c'est un cumul sur 72 heures, par exemple, qui ne va pas provoquer de réaction grave. Alors, pour aller un peu plus loin, l'idée, ça a été de dire, on va essayer de traduire ces quantités de pluie en réaction des cours d'eau. Et donc, il y a eu un projet un peu similaire qui s'appelle Vigicru Flash, enfin, un projet complémentaire, Vigicru Flash, qui a pour objectif de repartir toujours de la même lame d'eau radar, des pluies observées, de les intégrer dans un modèle qui va définir un débit théorique, puisque c'est des secteurs où il n'y a pas d'observation, qui va proposer un débit théorique sur les petits cours d'eau. Et si ce débit-là dépasse certains seuils, on transmet une alerte automatique. Donc ce système qui est complètement automatique permet de couvrir quand même un secteur beaucoup plus important. Là, vous avez la couverture Vigicru Flash en termes de cours d'eau et en termes de communes. Donc on passe de 22 000 km de cours d'eau à 52 000. On couvre quand même un secteur beaucoup plus important. Et on a 10 000 communes qui sont éligibles. Donc dans ces 10 000 communes, c'est des communes qui n'étaient pas éligibles au titre de Vigicru ou qui sont éligibles sur un cours d'eau supplémentaire par rapport à celui qui était suivi par Vigicru. Mais Vigicru Flash, il a certaines limites quand même. Il faut déjà qu'on ait une bonne donnée d'entrée, donc il faut qu'on voit bien la pluie. S'il n'y a pas de données radar, on ne peut pas l'utiliser. Le temps de réaction, on a considéré que si on était en dessous de 1h30 de réaction du cours d'eau, c'est-à-dire qu'une fois que la pluie est tombée, le cours d'eau met moins d'1h30 pour réagir, on ne serait pas pertinent parce que le temps qu'on transmette l'alerte, que ce soit calculé et qu'on transmette l'alerte, il y aurait trop de pertes. Et puis, il y a des phénomènes un peu complexes qu'on ne sait pas modéliser de façon automatique, comme l'influence de la neige, les phénomènes de karst, les ouvrages hydrauliques qui peuvent avoir des fonctionnements différents suivant leur niveau de remplissage ou les consignes de gestion.
Donc sur ces bassins-là, ils ont été volontairement sortis du système Vigicru Flash. C'est des services, que ce soit APIC ou Vigicru Flash, qui sont gratuits, mais qui nécessitent un abonnement. Donc pour s'abonner, c'est sur le site internet qui est ici, hein, apicmeteo.fr, c'est le même site pour les deux services. C'est un service qui est... Aujourd'hui, ceux qui peuvent prendre des abonnements, c'est les mairies, c'est les préfectures. Ce n'est pas encore tous les organismes publics, notamment les syndicats. C'est une version qui est en cours de préparation. Par contre, une mairie qui s'abonne peut abonner 10 personnes, 10 numéros. Donc il est tout à fait possible qu'un syndicat soit abonné sous le compte d'une mairie. C'est ce qu'on vous invite à faire. On va avoir donc chaque fois 2 niveaux d'avertissement, hein, plus intense, plus très intense pour APIC, et risque de crue forte ou crue très forte pour Vigicru Flash. Ces avertissements, ils vont être transmis soit par SMS, soit par appel vocal, soit par mail. Donc c'est au choix du destinataire. En cas d'avertissement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est des avertissements automatiques. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il se passe réellement quelque chose sur le terrain, parce que ça peut être une erreur du modèle. Et donc il est vraiment important, quand vous recevez un avertissement comme cela, de lancer une reconnaissance au niveau du secteur, ou d'appeler la commune à l'amont pour savoir si elle observe déjà quelque chose qui se produit, avant de déclencher une action un peu lourde. Un autre point important, c'est que ce service-là qui est automatique, on essaye de l'améliorer, donc en améliorant les réglages des modèles, etc. Et pour ça, on a besoin de vous. C'est-à-dire que quand vous recevez des alertes qui vous paraissent pertinentes, dites-le nous. Si vous avez quelques photos, si vous avez quelques informations concrètes sur ce qui s'est passé, c'est toujours intéressant. Et de la même façon, si vous avez reçu une alerte et qu'il ne s'est rien passé, dites-le nous. Ça nous permettra, nous, de vérifier pourquoi il y a eu une fausse alerte et si on peut améliorer le réglage du modèle sur ces choses-là. Pour être un peu concret, je vais vous montrer une petite animation. Donc on voit ici sur une commune où on avait, sur la commune de Saint-Chinian, donc c'est pas directement sur mon territoire, c'est sur le territoire, c'était lors des épisodes de l'Aude, hein, c'est à côté de Béziers. On voit ici, on a un petit bassin qui est surveillé et sur lequel on a une station qui est juste à l'aval, une station Vigicru. On s'aperçoit qu'à 9h, donc ils ont reçu un avertissement Vigicru Flash crue forte. À 9h30, donc une demi-heure après, un avertissement crue très forte. Et à 10h30, le niveau maximum était atteint. Donc on a eu 1h30 d'anticipation pour réagir. Pour vous donner une idée de la... Alors ce n'était pas une crue très importante, hein, mais c'est quand même un phénomène qui peut nécessiter un suivi et qui aurait pu devenir beaucoup plus important si le phénomène avait duré. Aujourd'hui, on a un taux d'abonnement à ce service, Vigicru Flash, qui est encore très très faible. On a vu, il y avait 22 000 communes éligibles, il y en a 1100, 1200 maintenant qui sont abonnés. Donc on a vraiment un enjeu de mieux faire connaître ce service-là. Et l'autre point sur lequel je voulais insister, c'était au milieu de tous les outils que vous avez, qui sont disponibles, de représenter un petit peu la façon dont ils s'articulent. Alors on a vu ce matin un petit peu l'aspect chronologique. Hein. À quelques jours, on a les informations Météo France qui permettent de savoir, de s'organiser, de vérifier que l'équipe est disponible, qu'on va pouvoir gérer s'il se passe quelque chose. À 24 heures, on a les vigilances qui peuvent permettre d'organiser l'astreinte, de préparer le matériel, de débuter le suivi la veille, voire d'activer le PCS si besoin. Lorsque l'épisode commence, donc avec quelques heures d'anticipation, on va avoir des alertes avec les systèmes automatiques. Et puis sur les services météo Vigicru, on va avoir les bulletins de suivi qui vont montrer l'avancement de la situation. Et puis en temps réel, je suis désolé, il y a un problème d'affichage, mais les systèmes d'observation qui vont remonter de l'information. Donc on voit qu'il y a une complémentarité qui est temporelle sur ces différents outils, mais on a essayé aussi de penser ces outils de façon spatiale. Ici, si on a un cours d'eau avec un bassin qui est surveillé par Vigicru, un secteur qui est surveillé, qui est éligible à Vigicru Flash, et puis des secteurs qui sont pas surveillés, pas éligibles à Vigicru Flash, on va pouvoir trouver des outils adaptés à chacun de ces cours d'eau, y compris sur ce secteur-là, ou avec le système APIC. Si on s'abonne sur les parties amont, sur les communes amont, on va savoir qu'il pleut à l'amont, et donc il y a des chances qu'il y ait une réaction dans les cours d'eau sur la partie aval.
Je suis désolé, il y a vraiment des soucis d'affichage. Ce système-là, sur ces cours d'eau-là, peut être éventuellement complété par un système d'avertissement local, donc des stations opérées par les collectivités, qui vont permettre d'avoir une information plus précise que celle que nous, on peut vous fournir, et qui vont vous aider à gérer un peu plus finement la crise.